pour le 5e anniversaire de mariage de ma sœur, j'étais enceinte de 8 mois et j'essayais d'aider à préparer la fête. Soudain, j'ai glissé et heurté la table, et son coûteux cadeau d'anniversaire est tombé et s'est brisé en 1000 morceaux. Ma mère a hurlé de colère. « Tu es aveugle ? Tu ne vois pas ce que tu fais ?» J'ai tenté de m'excuser, en disant « Je suis désolée, c'était un accident. » Puis, sorti de nulle part, mon père a attrapé une bouteille de vin et me l'a fracassée sur la tête de toutes ses forces. J'ai été projetée de l'estrade avec une secousse violente, atterrissant sur le sol en contrebas. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu les os sous l'impact. Le sang coulait de ma tête, et j'entrais en travail. Tout le monde me regardait, sous le choc. Mais après cela, la rage de mon père s'est transformée en peur, et il a commencé à trembler en réalisant ce qu'il venait de faire devant 30 témoins qui tenaient leur téléphone en l'air, enregistrant chaque seconde de son accès de violence. La salle de bal est tombée dans le silence, à l'exception de ma respiration haletante et du bruit du liquide qui s'accumulait sous moi sur le parquet poli. La douleur irradiait dans mon crâne, là où le verre avait frappé. Du sang chaud coulait le long de ma tempe et dans mon œil, collant mes cheveux. Des contractions saisissaient mon abdomen avec une intensité terrifiante, arrivant trop vite, trop fort. Ma sœur Brooke se tenait figée près de la table des cadeaux, sa main parfaitement manucurée couvrant sa bouche. Ses 2 jeunes enfants, Emma, 5 ans, et Jake, 3 ans, s'accrochaient aux jambes de leur nounou en pleurant. Le mari de Brooke, Tyler, n'a pas fait un pas vers moi. Ni ma mère, Ruth. Il se contentait de regarder, alors que je gisais, recroquevillée au pied de l'estrade, enceinte de 8 mois et saignant de la tête. Les invités qui discutaient près des tables d'apéritifs pendant les dernières heures de préparation ont commencé à sortir leur téléphone. Certains appelaient le 911, mais pour d'autres, je pouvais voir les lumières rouges d'enregistrement clignoter dans la salle de bal qui s'assombrissait, tandis qu'ils capturaient chaque seconde. La première personne à réagir fut l'associé de Tyler, un homme nommé Gabriel Ortiz, que je n'avais rencontré qu'une seule fois auparavant. Il s'est précipité en avant, retirant sa veste de costume pour la presser contre ma blessure à la tête tout en criant à quelqu'un d'appeler le 911. Sa femme, Natasha, est tombée à genoux à côté de moi, sa robe s'imprégnant du liquide au sol, alors qu'elle me prenait la main. « Reste avec moi », a murmuré Natasha, sa voix perçant le brouillard de douleur. Les secours arrivent. Continue juste de respirer. Mon père se tenait sur l'estrade d'où il m'avait poussé, la bouteille de vin toujours serrée dans sa main tremblante. Son visage était devenu cendré. Autour de la salle, je pouvais voir les écrans de téléphone briller, au moins une douzaine de personnes capturant son horreur, sa prise de conscience au moment où il a compris qu'il venait d'agresser sa fille enceinte devant la moitié de l'élite des affaires de Houston. Les sirènes sont arrivées en quelques minutes, mais cela m'a semblé des heures. Les ambulanciers se sont pressés autour de moi, posant des questions auxquelles je ne pouvais pas me concentrer pour répondre. Gabriel a expliqué ce dont il avait été témoin pendant que Natasha restait à mes côtés, refusant de lâcher ma main même lorsque les secouristes ont essayé de me charger sur le brancard. Je monte avec elle, a annoncé Natasha, n'acceptant aucune discussion. Alors qu'il me sortait du country club, j'ai eu un dernier aperçu de ma famille. Brooke avait enfin bougé, mais seulement pour consoler notre mère, qui avait fondu en larmes. Tyler se tenait à côté de mon père, lui parlant d'urgence à l'oreille. Aucun d'eux ne m'a regardé. Aucun n'a suivi l'ambulance. La salle d'urgence s'est transformée en un chaos de lumière vive et de voix pressantes. Mon bébé était en détresse. J'avais une commotion cérébrale. La chute avait déclenché un accouchement prématuré que les médecins ne pouvaient pas arrêter. Ils m'ont préparé pour une césarienne d'urgence tout en soignant simultanément ma blessure à la tête. Un tourbillon de panique contrôlée qui me terrifiait plus que tout ce qui s'était passé à la fête. A-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler ? A demandé doucement une infirmière. Je leur ai donné le numéro de ma meilleure amie, Ansley, puis j'ai ajouté celui de ma tante Patricia. Je n'ai pas mentionné mes parents ni ma sœur. L'infirmière a semblé comprendre. Ma fille est venue au monde à 23h47, avec 5 semaines d'avance, mais respirant par elle-même, bien que ses niveaux d'oxygène soient plus bas que l'idéal et sa température corporelle instable.
Ils m'ont laissé la tenir pendant 30 secondes avant de l'emporter en néonatologie pour surveillance et assistance respiratoire. Les larmes coulaient sur mon visage pendant qu'ils recousaient la plaie sur mon cuir chevelu, 12 agrafes pour refermer la lacération de 3 pouces que la bouteille avait ouverte, l'hémorragie enfin contrôlée après une perte de sang importante. Ansley est arrivée la première, toujours en pyjama, son mari Kevin juste derrière elle. Elle m'a regardée et s'est mise à pleurer. Patricia est arrivée ensuite, son visage un masque de fureur à peine contenu. Et puis, à ma surprise, est venu quelqu'un que je n'attendais pas. Mon ex-petit ami, James, le père d'Aurora. James et moi avions rompu 4 mois après le début de ma grossesse. Il avait voulu que je choisisse entre lui et ma famille après qu'ils eurent clairement fait savoir qu'ils ne l'approuvaient pas. Il était professeur de collège, pas assez riche ou prestigieux pour les standards des Caldwell. J'avais choisi ma famille, croyant à leur promesse qu'ils changeraient d'avis une fois le bébé arrivé. Il était parti le cœur brisé, bien qu'il n'ait jamais cessé de payer la pension alimentaire ou de demander des nouvelles de la grossesse. Il se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, le visage pâle de choc en voyant les agrafes sur ma tête et l'équipement hospitalier qui m'entourait. « Ansley m'a appelé, dit-il doucement. Je suis venu dès que j'ai su. Est-ce qu'elle... Le bébé? Elle est en néonat. Elle est vivante. Ma voix s'est brisée. Il pense qu'elle ira bien. » James s'est approché de mon lit et m'a pris la main, les yeux humides. Je suis tellement désolée. Mon Dieu. Je suis tellement désolée que cela te soit arrivé. La gentillesse dans sa voix, l'inquiétude sincère de quelqu'un que j'avais repoussé, a brisé quelque chose en moi. J'ai commencé à sangloter, et il a juste tenu ma main pendant tout ce temps, n'essayant pas de réparer quoi que ce soit, juste en étant présent. Où sont-ils? A exigé Patricia, les yeux flamboyants. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Ils ne sont pas venus. La main de James s'est resserrée sur la mienne. Quelle sorte de gens? Il s'est interrompu, secouant la tête. Peu importe. Ce qui compte maintenant, c'est toi et Aurora. De quoi as-tu besoin? Ce que je ne savais pas alors, c'est que pendant que je me battais pour mettre ma fille au monde en toute sécurité, la vidéo de l'agression de Gabriel était déjà devenue virale. Il l'avait publiée sur ses réseaux sociaux moins d'1 heure après avoir quitté le country club, avec une légende qui disait « Voici Warren Caldwell, PDG de Caldwell Financial Group, agressant sa fille enceinte de 8 mois lors d'une fête de famille. Cet homme gère des millions d'actifs de clients. Regardez-le attaquer son propre enfant. » La vidéo avait été partagée des milliers de fois avant minuit. Le matin, elle avait atteint les chaînes d'information. Je me suis réveillée pour trouver Ansley assise à côté de mon lit d'hôpital, son ordinateur portable ouvert, son expression sombre. « Tu dois voir ça, dit-elle doucement. » La vidéo passait sur son écran. De l'angle de Gabriel, on pouvait tout voir. Moi tendant la main pour stabiliser le cadeau, perdant l'équilibre, le vase en cristal tombant au sol. Ma mère hurlant, le visage de mon père se tordant de rage alors qu'il attrapait la bouteille de vin, le bruit écœurant du verre heurtant le crâne, mon corps basculant en avant de l'estrade, la mare de sang et de liquide amniotique s'étendant sous moi. « C'est partout, » a dit Ansley. Tous les grands médias du Texas l'ont repris. L'histoire devient nationale. J'aurais dû ressentir quelque chose. La peur peut-être, ou la justification. Au lieu de cela, je me sentais engourdie. « Comment va mon bébé ?» ai-je demandé. « Elle est stable. Ils te laisseront la voir bientôt. » Ansley a fermé l'ordinateur portable. « Ton père a été arrêté. Ils l'ont inculpé de violences aggravées sur une femme enceinte. L'engourdissement s'est légèrement fissuré. Il est en prison. Il a payé sa caution ce matin, mais le bureau du procureur a déjà publié une déclaration disant qu'ils allaient le poursuivre. » Ansley a hésité. « Ta mère et Brooke ont aussi publié une déclaration. » Elle m'a montré le communiqué de presse sur son téléphone. Il était magistralement rédigé, probablement par l'équipe de relations publiques de Tyler. Ils exprimaient leur choc et leur horreur face au moment de colère, complètement inhabituel, de mon père. Ils affirmaient qu'il était sous un stress énorme et que j'avais,
malheureusement provoqué la situation par ma négligence, avec le cadeau coûteux de Brooke. Ils imploraient le respect de leur vie privée pendant cette période difficile pour notre famille. La déclaration ne me mentionnait pas une seule fois par mon nom. Elle ne demandait pas de nouvelles de ma fille. Elle me présentait comme l'instigatrice négligente et mon père comme la victime stressée d'un égarement momentané. Ils vont vraiment faire ça, ai-je murmuré. Patricia, qui se tenait près de la fenêtre, s'est retournée brusquement. Qu'ils essaient. Gabriel Ortiz m'a appelé ce matin. Il est prêt à témoigner avec 15 autres témoins et il a déjà contacté le conseil d'administration de Caldwell Financial. J'ai levé les yeux vers elle. Quoi? Ton père a bâti sa réputation sur le fait d'être un homme de famille, sur la confiance et l'intégrité. Cette vidéo a tout détruit en 2 minutes. Le sourire de Patricia était froid. Plusieurs clients majeurs ont déjà commencé à retirer leurs comptes. Le conseil se réunit demain pour discuter de son avenir au sein de l'entreprise. Il a bâti cette entreprise à partir de rien, ai-je dit, encore en train de digérer. Et il l'a jetée à la poubelle à la seconde où il a décidé que sa rage comptait plus que ta sécurité. Patricia s'est approchée de mon lit. J'ai pensé à ma fille en néonatologie, luttant pour chaque respiration dans ses petits poumons. J'ai pensé aux années que j'avais passées à essayer d'être à la hauteur de Brooke, à essayer de mériter l'approbation que mes parents donnaient si librement à leur enfant en or. J'ai pensé au fait qu'aucun d'eux n'avait suivi l'ambulance. Que les premières personnes à m'aider avaient été de quasi-inconnus. Je veux un avocat, ai-je dit. Le sourire de Patricia s'est élargi. J'en ai déjà appelé un. Maxwell Brennan, le meilleur avocat en droit de la famille de Houston. Il sera là cet après-midi. Maxwell Brennan s'est avéré être un homme aux cheveux d'argent d'une 60aine d'années, avec des yeux bienveillants et une poignée de main de fer. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes occasionnelles, son expression s'assombrissant progressivement. « Voulez-vous porter plainte ?» a-t-il demandé quand j'ai fini. L'État l'a déjà fait, n'est-ce pas? Pour l'affaire pénale, oui. Je parle d'une poursuite au civil. Maxwell s'est penché en avant. L'agression de votre père a provoqué un accouchement prématuré, vous mettant en danger, vous et votre fille. Vous avez subi un traumatisme crânien nécessitant des agrafes. Vous avez déjà d'importantes factures médicales et le séjour de votre fille en néonatologie coûtera des dizaines de milliers de dollars. Nous pouvons le poursuivre pour les frais médicaux, les douleurs et souffrances, la détresse émotionnelle et des dommages-intérêts punitifs. Ils diront que c'était un accident. Il y a une preuve vidéo de lui vous frappant délibérément avec une bouteille de vin. Ce n'est pas un accident. C'est une agression et des voies de fait. Maxwell a fait une pause. Il y a autre chose que vous devriez savoir. L'entreprise de votre père fait face à un exode massif. 3 de ses plus gros clients institutionnels ont retiré leurs comptes, représentant environ 40% des actifs sous gestion de la firme. Le conseil vote jeudi pour décider de le démettre de ses fonctions de PDG. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon père avait toujours valorisé Caldwell Financial plus que tout, y compris sa famille. Maintenant, c'était cette famille qui allait lui coûter l'entreprise. Je veux engager la poursuite au civil, ai-je décidé. Et je veux la garde exclusive de ma fille avec une ordonnance d'éloignement contre mes parents. Considérez que c'est fait. Les 72 heures suivantes sont devenues un tourbillon de dépôts de plaintes, d'interviews avec les médias et d'un déferlement de soutien de la part de parfaits inconnus. La vidéo avait touché une corde sensible, déclenchant des conversations sur la violence familiale, le syndrome de l'enfant en or et la protection des femmes enceintes. Ma chambre d'hôpital s'est remplie de fleurs de personnes que je n'avais jamais rencontrées, de cartes exprimant leur solidarité et leur indignation en mon nom. Brooke a appelé une fois. J'ai laissé le message sur la messagerie vocale. Ça va trop loin, disait son message, sa voix tendue par le stress. Tu détruis notre famille pour un accident. Papa ne voulait pas te faire de mal. Il a juste perdu son sang-froid une seconde. Veux-tu vraiment le punir pour le reste de sa vie pour une seule erreur? Pense à ce que cela fait à maman. Elle est dévastée et les affaires de Tyler souffrent parce que les gens l'associent à papa. Tu dois abandonner les charges et faire une déclaration disant que tout cela a été exagéré.
Nous sommes une famille. Nous devons rester soudés. J'ai effacé le message sans répondre. Jeudi est arrivé. Maxwell est venu avec la nouvelle que mon père avait été démis de ses fonctions de PDG de Caldwell Financial, avec effet immédiat. Le conseil lui avait offert la possibilité de démissionner, ce qu'il avait refusé, les forçant à le licencier. Ils avaient également lancé une enquête interne sur ses pratiques commerciales, craignant qu'une personne avec son tempérament ait pu se livrer à d'autres comportements contraires à l'éthique. Ils essaient de se distancier de lui autant que possible, a expliqué Maxwell. Sa réputation est radioactive en ce moment. Le même après-midi, ma mère et Brooke sont arrivés à l'hôpital sans prévenir. Les infirmières ont essayé de les arrêter, mais Ruth Caldwell avait perfectionné l'art d'obtenir ce qu'elle voulait par la simple force de son sentiment de droit. Elles ont réussi à atteindre ma chambre avant que la sécurité ne puisse intervenir. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a exigé ma mère, des larmes coulant sur son visage soigneusement maquillé. Ton père a fait une erreur et tu as détruit toute sa vie. L'entreprise qu'il a passé 30 ans à construire lui est arrachée. Nous perdons notre maison. Nos amis ne répondent plus à mes appels. Tout ça parce que tu ne peux pas pardonner un moment de colère. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je l'ai vu clairement pour la première fois. Elle ne s'inquiétait pas pour moi ou ma fille. Elle s'inquiétait pour son style de vie, son statut social, son confort. J'étais le sacrifice acceptable pour préserver ces choses. Il aurait pu me tuer, ai-je dit doucement. Il aurait pu tuer ta petite fille. Et ton premier réflexe a été de lui trouver des excuses. Tu as fait tomber son cadeau, a interjeté Brooke. Tu ne faisais pas attention. Si seulement tu avais été plus consciente de ton environnement. J'étais enceinte de 8 mois et j'aidais à préparer ta fête, les jeux coupés, ma voix plus dure maintenant. J'ai glissé. C'était un accident. Sa réponse a été de m'agresser avec une arme devant 30 témoins. Ces deux choses ne sont pas équivalentes. Tu es dramatique, a lâché ma mère. C'était une bouteille de vin, pas une arme. Dis ça aux 12 agrafes dans mon crâne. Le visage de Ruth a rougi. Nous sommes venus ici pour te donner une chance de réparer les choses. Abandonne la poursuite aux civils. Fais une déclaration publique disant que tu pardonnes à ton père et que les médias ont tout exagéré. Aide-nous à réparer les dégâts que tu as causés. Leur audace pure et simple m'a coupé le souffle. Les dégâts que j'ai causés? Oui, a dit fermement ma mère. Cette famille allait bien jusqu'à ce que tu décides de transformer une dispute en affaire d'État. Tu nous déchires. Quelque chose en moi a cédé. Pas la colère, mais la clarté. Non, ai-je dit simplement. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. La sécurité va vous escorter jusqu'à la sortie. Si vous tentez de me contacter à nouveau, j'ajouterai le harcèlement à l'ordonnance d'éloignement que mon avocat est en train de déposer. Les yeux de Brooke se sont écarquillés. Tu déposes une ordonnance d'éloignement contre nous? Contre nous trois? Vous n'êtes pas des personnes sûres à avoir près de ma fille. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. Partez maintenant. Ma mère a ouvert la bouche pour argumenter, mais le gardien de sécurité qui attendait dans le couloir est entré. Sa présence ne laissait aucune place au débat. Allons-y, mesdames, a-t-il dit fermement. Elles sont parties, les sanglots de Ruth résonnant dans le couloir, le bras de Brooke autour de ses épaules. Je n'ai rien ressenti en les regardant partir. Le cordon qui m'avait lié à elle, qui m'avait fait espérer leur approbation et leur amour, avait enfin été coupé. Les premières semaines après avoir quitté l'hôpital ont été les plus difficiles de ma vie. Aurora nécessitait des soins 24 heures sur 24, se réveillant toutes les 2 heures pour manger. Son petit corps rattrapait encore son retard de développement. Je me remettais à la fois de la césarienne et du traumatisme crânien, souffrant de maux de tête aveuglants qui frappaient sans avertissement et me laissaient incapable de faire autre chose que de rester allongé dans le noir. Anselme m'a d'abord installé dans sa chambre d'amis. Elle et Kevin avaient transformé leur bureau en chambre de bébé improvisée, achetant un berceau et une table à langer avec leur propre argent avant même que je puisse penser à ce dont j'avais besoin.
Kevin travaillait de la maison, prenant des pauses entre les conférences téléphoniques pour m'apporter de l'eau ou tenir Aurora pendant que je prenais une douche. Ansley a utilisé ses jours de vacances pour rester avec moi pendant ces 2 premières semaines cruciales. James passait chaque soir après le travail, apportant le dîner et passant 1 heure à tenir sa fille, lui chantant doucement des chansons pendant que je me reposais. Nous n'avons pas parlé de réconciliation. Cette blessure était encore trop fraîche, mais il assumait son rôle de père d'une manière que mon propre père n'avait jamais fait. Tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je dit à Ansley un soir, la regardant bercer Aurora alors que je luttais pour garder les yeux ouverts. Si, je le suis, a répondu simplement Ansley. Tu es ma famille. C'est ce que la famille fait. Le contraste avec l'abandon de ma famille biologique était frappant et douloureux. Mon téléphone sonnait constamment pendant cette période. Brooke a appelé 17 fois la première semaine seule. Ma mère a envoyé des SMS alternant entre culpabilisation et menaces pures et simples. La mère de Tyler, une femme que j'avais rencontrée peut-être 3 fois, a réussi à obtenir mon numéro et a laissé un message vocal expliquant que je ruinais la vie d'un homme bien pour rien. Je les ai tous bloqués. Ce que je n'ai pas bloqué, ce sont les messages de personnes que je connaissais à peine. Un collègue de Tyler de son cabinet d'avocat a envoyé un panier cadeau avec un mot, Gabriel m'a montré la vidéo. Je suis tellement désolée que cela vous soit arrivé. Restez forte. Une femme de mon cours de yoga prénatal a organisé une chaîne de repas, recrutant d'autres mères pour déposer des dîners faits maison tous les soirs pendant 6 semaines. Les infirmières de néonatologie qui s'étaient occupées d'Aurora se sont cotisées pour nous acheter un tire-lait haut de gamme et suffisamment de lait maternisé pour des mois. La gentillesse des étrangers était bouleversante. Elle soulignait aussi à quel point ma famille m'avait isolée au fil des ans. J'avais dépensé tellement d'énergie à essayer de répondre à leurs normes impossibles que je n'avais jamais cultivé de vraies amitiés en dehors d'Ansley. Je n'avais jamais construit de système de soutien parce qu'on m'avait appris que la famille était tout ce qui comptait, que nous gérions tout en interne, que demander de l'aide était une faiblesse. Maintenant, dépouillé de cette unité familiale toxique, je découvrais à quoi ressemblait une vraie communauté. Maxwell a appelé 2 semaines après la naissance d'Aurora avec une mise à jour sur l'affaire de mon père. Le procureur de district avait assigné l'une de ses meilleures procureurs, une femme nommée Lydia Chambers, qui avait bâti sa carrière sur les cas de violence domestique. Elle veut vous rencontrer quand vous serez prête, a dit Maxwell. Sans pression, mais elle pense que votre témoignage sera crucial. Et la vidéo, ai-je demandé. Ce n'est pas suffisant? C'est une preuve puissante, mais les jurys se connectent avec les victimes. Votre voix compte. Il a fait une pause. Il y a autre chose. L'équipe juridique de votre père a fait une offre. Mon estomac s'est noué. Quelle sorte d'offre? Ils veulent régler l'affaire. Il plaidera coupable à une accusation moindre, voie de fait simple au lieu de violences aggravées, en échange d'une probation et de cours obligatoires de gestion de la colère. Pas de prison. Ils sont également prêts à régler la poursuite civile pour vos frais médicaux seulement. Pas de dommages supplémentaires. Ils veulent que je le laisse s'en tirer facilement. C'est le but, oui. Ils parient que vous êtes trop épuisé et traumatisé pour vous battre. La voix de Maxwell s'est durcie. Je leur ai dit où ils pouvaient se mettre leur offre, mais la décision vous appartient en fin de compte. J'ai regardé Aurora, dormant paisiblement dans le couffin portable à côté de moi. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration. Un miracle étant donné à quel point nous avions failli tout perdre. Pas d'accord, ai-je dit fermement. Il ira en procès. Nous poursuivons l'action civile dans son intégralité. C'est ce que j'espérais que vous diriez. La décision de se battre a apporté son propre lot de défis. L'équipe juridique de mon père a lancé une campagne de dénigrement presque immédiatement. Soudain, des histoires ont commencé à apparaître dans certains cercles sociaux sur mon passé, troublé, des récits complètement fabriqués de consommation de drogue, d'instabilité mentale et de promiscuité. Quelqu'un a divulgué mes dossiers médicaux de l'hôpital à un blogueur à Potin, violant les lois sur la confidentialité des données de santé, et a tenté de minimiser la gravité de ma blessure à la tête. Maxwell a immédiatement déposé des plaintes auprès de l'hôpital et du ministère de la Santé.
En 2 semaines, une enquête a identifié la source de la fuite, une employée de l'accueil dont le cousin travaillait pour l'entreprise de mon père. Elle a été licenciée et a fait face à des accusations fédérales. L'hôpital a réglé l'affaire avec moi en privé pour une somme substantielle afin d'éviter un procès, de l'argent qui est allé directement dans le fonds en fiducie d'Aurora. Brooke a donné une interview à une blogueuse sympathique, dressant le portrait d'une sœur cadette jalouse qui avait toujours envié son succès et avait orchestré toute cette situation pour détruire la famille par dépit. Selon sa version des faits, j'avais délibérément cassé le cadeau d'anniversaire pour provoquer une scène, puis je m'étais jetée de l'estrade lorsque mon père avait essayé de me calmer. Elle a commodément omis de mentionner que ses propres enfants avaient été témoins de toute l'agression et avaient été traumatisés en voyant leur grand-père attaquer leur tante. J'ai fait l'erreur de le lire. Ansley m'a trouvé en pleurs dans la salle de bain, le téléphone toujours serré dans ma main. Elle ment surtout, ai-je sangloté. Les gens vont la croire. Ansley a pris le téléphone et a parcouru l'article, son expression devenant de plus en plus en colère. C'est de la diffamation. Elle prétend que tu as falsifié tes blessures et mis en scène toute l'affaire. C'est sa parole contre la mienne. Non, c'est sa parole contre une preuve vidéo, des dossiers médicaux et 30 témoins oculaires. Ansley a montré l'article à Kevin, qui l'a immédiatement transmis à Maxwell. En 24 heures, Maxwell avait envoyé à Brooke et à la blogueuse des lettres de mise en demeure. Gabriel Ortiz a publié sa propre déclaration, corroborant chaque détail de ce dont il avait été témoin et qualifiant la version de Brooke de tentative transparente de réécrire l'histoire. Natasha a écrit une réponse cinglante détaillant exactement ce qu'elle avait vu, y compris le manque total d'inquiétude de Brooke pour moi alors que je gisais en sang. 12 autres participants à la fête ont fait des déclarations similaires, chacune contredisant le récit fabriqué de Brooke. La blogueuse a publié une rétractation. Brooke a complètement supprimé ses comptes de réseaux sociaux. Mais les dommages à ma santé mentale avaient été faits. J'ai commencé à avoir des crises de panique déclenchées par des bruits inattendus ou des mouvements brusques. Les maux de tête se sont intensifiés. Certains jours, je pouvais à peine fonctionner, submergé par la combinaison de la nouvelle maternité, de la convalescence physique et de la bataille juridique en cours. Patricia a insisté pour que je voie une thérapeute spécialisée dans les traumatismes. Le docteur Sarah Brennan, sans lien de parenté avec Maxwell, est devenue une autre bouée de sauvetage cruciale. Elle m'a aidé à comprendre que le dysfonctionnement de ma famille remontait à des années, que l'agression à la fête n'était que la manifestation la plus visible de schémas qui existaient depuis toute ma vie. Brooke était l'enfant en or, a observé le docteur Brennan lors d'une séance. Vous étiez le bouc émissaire. Chaque système familial a besoin de quelqu'un à blâmer quand les choses vont mal. C'était votre rôle. J'ai toujours pensé que si j'essayais plus fort. Les boucs émissaires ne se sortent pas de ce rôle en étant meilleurs. Le système a besoin qu'il reste dans cette position. Elle s'est penchée en avant. Votre père vous a agressé parce que c'est ce qu'on lui avait appris à faire, vous blâmez quand il se sentait hors de contrôle. Votre mère et votre sœur l'ont défendu parce qu'accepter sa culpabilité signifierait reconnaître que tout le système familial était brisé. Les séances de thérapie étaient éprouvantes mais nécessaires. J'ai pleuré pendant la plupart d'entre elles, pleurant non seulement ce qui s'était passé à la fête, mais aussi l'enfance que je n'avais jamais eue, les parents qui ne m'avaient jamais vraiment vue, la sœur qui avait été ma rivale au lieu de mon allié. Aurora est devenue mon ancre pendant ce processus. Quand le chagrin menaçait de m'engloutir, je tenais son petit corps contre ma poitrine et sentais son rythme cardiaque se synchroniser avec le mien. Elle avait besoin de moi. Ce simple fait m'a aidé à traverser les moments les plus sombres. Pendant les mois qui ont précédé le procès, j'ai appris plus sur les problèmes de l'entreprise de mon père que je n'en avais jamais su en grandissant. L'équipe de Maxwell avait fait des recherches approfondies sur Caldwell Financial, et ce qu'ils avaient découvert était accablant. Il s'est avéré que l'image d'homme de famille de mon père était plus qu'une simple gestion d'image. C'était une fraude stratégique. Il avait spécifiquement ciblé des clients qui valorisaient les structures familiales traditionnelles, leur vendant l'idée qu'un homme qui donnait la priorité à sa famille donnerait naturellement la priorité à leur sécurité financière. Les groupes religieux, les fondations familiales, les propriétaires d'entreprises conservateurs, c'était son fonds de commerce.
La vidéo a détruit cette marque soigneusement construite du jour au lendemain. Mais elle a également ouvert la porte à d'anciens employés qui ont raconté des histoires qu'ils avaient eu trop peur de raconter auparavant. Une analyste junior a révélé que mon père lui avait crié dessus jusqu'à ce qu'elle pleure après qu'elle ait remis en question l'une de ses stratégies d'investissement, qui s'est avérée plus tard être une erreur coûteuse qui a fait perdre des millions à un client. Un conseiller financier a décrit avoir vu mon père jeter une agrafeuse à la tête d'un associé lors d'une réunion du conseil d'administration. Un stagiaire a parlé de la culture de la peur qu'il avait cultivée, où remettre en question ses décisions signifiait risquer sa carrière. Le schéma était clair. Mon père utilisait l'intimidation et la rage pour maintenir le contrôle. Ce qu'il m'avait fait à la fête de Brooke n'était pas une anomalie. C'était qui il avait toujours été, juste habituellement derrière des portes closes. Maxwell a compilé ces témoignages et les a envoyés à la procureure. Lydia Chambers m'a appelé personnellement pour me remercier. Cela dresse un tableau de violence habituel, pas d'un incident unique, a-t-elle expliqué. Cela renforce considérablement notre dossier. Je n'ai jamais su, ai-je admis. Je pensais que c'était juste nous, juste la famille. Les agresseurs confinent rarement leur comportement à une seule arène, a dit doucement Lydia. Ils ont un schéma. Nous allons nous assurer que le jury voit clairement ce schéma. À l'approche de la date du procès, mon anxiété a monté en flèche. Je devrais témoigner à la barre, raconter la nuit la plus traumatisante de ma vie devant des étrangers pendant que mon père serait assis à quelques mètres de moi. Je devrais faire face à ma mère et à Brooke dans le public, sachant qu'elle viendrait le soutenir, lui, pas moi. À ce moment-là, Aurora était à la maison depuis 4 mois. Elle rattrapait son retard de développement, atteignant des étapes qui semblaient impossibles dans ses premiers jours terrifiants. J'avais emménagé dans un petit appartement avec l'aide de l'argent du règlement de l'hôpital et la caution de Patricia. James s'était révélé être un père formidable, prenant Aurora le week-end et partageant les rendez-vous médicaux avec moi. Nous avions commencé une thérapie de couple, non pas pour nous remettre ensemble, mais pour apprendre à être des coparents efficaces. Le docteur Brennan m'a aidé à me préparer pour le procès, en pratiquant des techniques d'ancrage pour les moments où la panique menacerait de me submerger. Ansley s'est arrangé pour que la mère de Kevin garde Aurora pendant les jours de procès. Patricia m'a acheté 3 tenues professionnelles appropriées pour le tribunal, refusant que je la rembourse. Tu vas entrer là-dedans la tête haute, m'a dit Patricia la veille des plaidoiries d'ouverture. Tu vas dire la vérité et tu vas te souvenir que tu n'as rien fait de mal. Le dossier de l'accusation était accablant. La vidéo, les témoignages, mes dossiers médicaux, la documentation de la néonatologie d'Aurora, tout cela dressait un tableau clair d'une agression violente contre une femme enceinte. L'équipe de défense de mon père a tenté de plaider la folie passagère provoquée par le stress au travail, mais le jury n'a pas été dupe. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, plus intime. Chaque siège dans le public était occupé. J'ai reconnu de nombreux visages de la fête. Gabriel et Natacha étaient assis au 2e rang, m'offrant des sourires encourageants. Plusieurs des anciens employés de mon père étaient venus regarder. Et là, directement derrière la table de la défense, se trouvaient ma mère et Brooke, leurs expressions dures et accusatrices. J'ai témoigné le 3e jour du procès. Lydia Chambers s'est approchée de moi avec une expression bienveillante, sa voix douce alors qu'elle me demandait de raconter les événements de cette nuit. J'avais répété ce témoignage des dizaines de fois, mais rien ne m'avait préparé à la réalité de le dire à voix haute devant ces gens. Ma voix tremblait en décrivant la préparation de la fête, le fait d'être enceinte de 8 mois, d'essayer d'aider malgré la fatigue et l'inconfort. J'ai expliqué comment j'avais perdu l'équilibre, comment le vase était tombé malgré mes tentatives pour le rattraper. Que s'est-il passé après que le vase s'est cassé, a demandé Lydia. Ma mère a commencé à me crier dessus. Elle m'a traité d'aveugle, m'a demandé si je voyais ce que je faisais. Je pris une profonde inspiration, me forçant à continuer. Je me suis excusée. Je lui ai dit que c'était un accident. J'essayais d'expliquer, d'essayer. Prenez votre temps, a dit Lydia. J'ai trouvé Gabriel dans la foule. Il m'a fait un signe de tête, un rappel silencieux que je n'étais pas seule. Mon père a attrapé une bouteille de vin sur la table.
Je n'ai pas compris ce qui se passait au début. Puis il l'a balancé sur ma tête de toutes ses forces. Ma main est allée inconsciemment à la cicatrice sur mon cuir chevelu. J'ai senti l'impact. Je me suis senti tomber. J'ai quitté l'estrade et j'ai atterri durement sur le sol en contrebas. C'est là que j'ai perdu les os. Le silence dans la salle d'audience était absolu. « Qu'avez-vous vu en levant les yeux ?» a demandé Lydia. Tout le monde se contentait de regarder. Ma famille, ma mère, ma sœur et mon beau-frère, ils ne bougeaient pas. Ils n'aidaient pas. C'est l'associé de Tyler et sa femme qui sont venus m'aider les premiers. Des étrangers. À quoi pensiez-vous à ce moment-là? J'ai croisé le regard de mon père pour la première fois depuis que j'étais à la barre. Il semblait plus petit, en quelque sorte diminué. Rien à voir avec la figure d'autorité imposante qu'il avait été toute ma vie. Je pensais que j'allais mourir, dis-je doucement. L'avocat de mon père, un homme au visage acéré nommé Douglas Webb, a tenté d'ébranler mon témoignage lors du contre-interrogatoire. Il a suggéré que j'étais hormonale et irrationnelle à cause de la grossesse. Il a insinué que j'avais été négligente avec un vase parce que je cherchais l'attention. Il a même eu l'audace de suggérer que j'avais embelli mes blessures pour susciter la sympathie. Lydia s'est opposée à la plupart de ces questions. Le juge a maintenu ses objections, devenant visiblement agacé par les tactiques de Webb. Maître Webb, a finalement dit le juge, le témoin a des dossiers médicaux, une preuve vidéo et 30 témoins corroborants. À moins que vous n'ayez des preuves réelles qui contredisent ces faits, je vous suggère de passer à autre chose. Webb n'avait aucune preuve de ce genre. Il s'est assis, l'air frustré. Le dossier de la défense s'est effondré presque immédiatement. Ils avaient prévu d'appeler des témoins de moralité pour témoigner de la bonne nature et de l'implication communautaire de mon père, mais les contre-interrogatoires de Lydia ont détruit leur crédibilité. Un témoin, un pasteur de l'église de mes parents, a admis sous interrogatoire qu'il n'avait jamais vraiment socialisé avec mon père en dehors des services du dimanche et ne le connaissait pas personnellement. Un autre, un associé, a confirmé à contre-cœur que mon père avait un style de gestion intense qui dépassait parfois les limites. Leur expert, un psychologue qui n'avait jamais rencontré mon père, a tenté de soutenir qu'un stress extrême pouvait provoquer des ruptures momentanées avec la réalité qui ne devrait pas être retenue contre des citoyens par ailleurs respectables. Lydia a démoli cet argument en présentant les témoignages des anciens employés de mon père, démontrant un schéma de comportement violent qui n'avait rien à voir avec des ruptures momentanées et tout à voir avec son caractère. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 5 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans s'il suivait une thérapie de gestion de la colère et payait l'intégralité du dédommagement pour mes frais médicaux. Ma mère a pleuré bruyamment dans la salle d'audience. Brooke m'a regardé avec une haine pure. J'ai serré Aurora contre moi et n'ai ressenti que du soulagement. Ce que j'ai appris par la suite, c'est que les ennuis judiciaires de mon père n'étaient que le début de sa chute. Pendant que le procès pénal se déroulait, la SEC avait lancé une enquête sur Caldwell Financial sur la base de tuyaux anonymes d'anciens employés. Ce qu'ils ont découvert allait bien au-delà d'un style de gestion agressif. Mon père falsifiait les comptes depuis des années. Il avait gonflé les rendements de certains investissements pour attirer de nouveaux clients, utilisé l'argent de nouveaux comptes pour payer les anciens dans un système de type Ponzi, et falsifié des documents pour cacher des pertes. L'image d'homme de famille n'était pas seulement une question d'image. C'était un écran de fumée pour cacher la fraude. Maxwell m'a montré les documents d'inculpation lorsqu'ils ont été rendus publics. C'est fédéral, a-t-il dit sombrement. Même après avoir purgé sa peine pour vous avoir agressé, il risque encore une décennie pour fraude sur les valeurs mobilières. Comment a-t-il pu cacher ça si longtemps? Les gens lui faisaient confiance. L'image de l'homme de famille rendait les clients moins susceptibles de remettre en question ses méthodes ou d'exiger la transparence. Maxwell secoua la tête. Votre vidéo n'a pas seulement exposé sa violence. Elle a exposé la faille dans son armure qui a permis aux enquêteurs de commencer à tirer les fils. L'ironie était stupéfiante. Mon père avait passé toute sa vie à construire une façade de respectabilité et de contrôle.
Un acte de violence capturé en vidéo par des étrangers avec des téléphones portables avait fait s'effondrer toute la structure. S'il était juste parti cette nuit-là, s'il avait contrôlé sa colère 30 secondes de plus, il s'en serait peut-être sorti. Mais il n'a pas pu. Et c'était le point que le docteur Brennan essayait de faire valoir depuis le début, les gens comme mon père ne pouvaient pas s'en empêcher. La violence, le besoin de contrôle, la rage quand les choses n'allaient pas dans son sens, ce n'étaient pas des bugs dans sa programmation. C'étaient des caractéristiques. Le procès pour fraude sur les valeurs mobilières a eu lieu 8 mois après sa condamnation pour agression. Je n'y ai pas assisté. J'étais trop occupée à vivre ma vie, à regarder Aurora atteindre ses étapes de développement, à construire une carrière, à créer le genre de foyer stable et aimant que je n'avais jamais eu en grandissant. Mais j'ai suivi la couverture médiatique. J'ai regardé l'empire de mon père s'effondrer en temps réel sur les chaînes d'information financière et les blogs juridiques. D'anciens clients ont donné des interviews sur l'argent qu'ils avaient perdu, les fonds de retraite qui s'étaient évaporés, les économies pour les études qui avaient disparu dans les combines frauduleuses de mon père. Le juge n'a montré aucune pitié. 15 ans de prison fédérale à purger consécutivement à sa peine pour agression. Restitution complète à verser aux clients floués, bien que les montants soient si stupéfiants que mon père ne paierait jamais même une fraction de ce qu'il devait. Ma mère a tout perdu. La maison, les voitures, l'adhésion au country club, la garde-robe de créateur, tout a été saisi pour payer les dettes de mon père. Elle a emménagé dans un studio dans un quartier qu'elle avait toujours méprisé, forcée de trouver un travail pour la première fois de sa vie d'adulte. Le mariage de Brooke n'a pas survécu au scandale. Tyler a demandé le divorce, invoquant la dynamique familiale toxique et les cauchemars persistants de ses enfants à propos de ce qu'ils avaient vu à la fête. Il a obtenu la garde principale d'Emma et Jake. Brooke n'avait de toute façon jamais été particulièrement maternelle, et elle a emménagé de nouveau avec notre mère. J'ai appris tout cela par Patricia, qui maintenait un contact distant avec une vieille amie qui connaissait Ruth socialement. Je n'ai jamais cherché à les joindre. Je n'ai jamais offert mon aide. Elles avaient fait leur choix en restant là à me regarder saigner. Maintenant, elles pouvaient vivre avec les conséquences. La poursuite civile a été réglée à l'amiable 3 semaines plus tard. Les avocats de mon père savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner, pas avec une condamnation pénale au dossier. Le règlement a couvert toutes les dépenses médicales d'Aurora, mes propres factures médicales, une compensation pour la douleur et la souffrance, et une somme substantielle placée en fiducie pour l'éducation future d'Aurora. Cela ne nous rendrait pas riches, mais cela signifiait que nous serions en sécurité. Plus important encore, l'ordonnance d'éloignement est devenue permanente. Mes parents et Brooke avaient l'interdiction légale de me contacter, moi ou Aurora, pour les 10 prochaines années. S'ils essayaient, ils feraient face à des accusations supplémentaires. Le jour où le règlement a été finalisé, Maxwell m'a emmené déjeuner pour célébrer. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire », m'a-t-il dit autour d'un café. La plupart des gens dans votre situation auraient reculé face à la pression de leur famille. Vous êtes resté ferme. J'ai eu de l'aide, ai-je dit, pensant à Patricia et Ansley, à Gabriel et Natacha, à tous les inconnus qui m'avaient envoyé leur soutien. Vous avez eu du courage, a corrigé Maxwell. L'aide n'a compté que parce que vous avez été assez courageuse pour l'accepter. J'ai regardé Aurora, dormant paisiblement dans son porte-bébé à côté de notre table. Elle ne connaîtrait jamais les grands-parents qui avaient choisi une image plutôt que sa sécurité. Elle ne grandirait jamais en me regardant me diminuer pour obtenir des miettes d'approbation de personnes qui ne m'avaient jamais valorisée. Elle grandirait en sachant qu'elle était aimée inconditionnellement, en sachant que la protéger importait plus que de maintenir la paix, en sachant que parfois la famille que l'on choisit est plus forte que la famille dans laquelle on est né. 6 mois après la fin du procès pénal, j'ai appris par Patricia que Caldwell Financial avait fait faillite. L'enquête avait révélé des années de mauvaise gestion et de pratiques d'investissement douteuses que mon père avait cachées derrière son image d'homme de famille. Les poursuites civiles des clients floués s'étaient accumulées plus vite que l'entreprise ne pouvait les gérer. Tyler avait divorcé de Brooke, invoquant la publicité négative affectant ses propres entreprises. Ma mère avait été forcée de vendre la maison et d'emménager dans un modeste appartement financé par le peu qui restait de la pension de mon père.
J'ai ressenti un pincement au cœur lorsque Patricia me l'a dit, pas tout à fait de la satisfaction, mais un sentiment de justice cosmique. Mon père avait passé sa vie à construire un empire sur la fondation de sa réputation. Cette réputation reposait sur l'image d'un père de famille dévoué qui donnait la priorité à ses proches avant tout. La vidéo de lui agressant sa fille enceinte avait révélé que cette image était un mensonge. Et sans elle, tout ce qu'il avait construit s'était effondré. Il a détruit son propre héritage au moment où il a décidé que j'étais un dommage collatéral acceptable pour sa rage. L'associé de Tyler, Gabriel, m'a envoyé un email 1 an après l'agression. Son entreprise avait lancé un fonds de bourse d'études pour les enfants de survivants de violences domestiques, inspiré par l'histoire d'Aurora. Ils voulaient utiliser la vidéo, avec ma permission, dans leur campagne de sensibilisation sur la violence familiale. Je leur ai donné la permission. La vidéo qui avait documenté mon traumatisme est devenue un outil pour aider les autres. La campagne de Gabriel a recueilli plus de 2 millions de dollars pour la prévention de la violence domestique et les services de soutien. La naissance prématurée d'Aurora, conséquence de la violence de son grand-père, est devenue le catalyseur pour aider des centaines d'autres familles à échapper à des situations similaires. Parfois, je fais encore des cauchemars à propos de la fête. Je rêve de l'estrade, de la chute, de la bouteille de vin descendant vers mon crâne. Je me réveille en sursaut, cherchant instinctivement le berceau d'Aurora pour m'assurer qu'elle est réelle et en sécurité. La thérapie m'a aidé, mais certaines blessures mettent plus de temps à guérir que d'autres. Ce qui ne me hante pas, c'est le choix que j'ai fait de me défendre, moi et ma fille. Dans les moments calmes, quand Aurora rit des grimaces de Patricia ou tend les bras vers Ansley avec une confiance totale, je sais que j'ai pris la bonne décision. La peur de mon père sur cette estrade, réalisant ce qu'il avait fait devant des témoins, a été le début de sa chute. Mais ce fut aussi le début de ma libération. J'avais passé 28 ans à essayer de mériter l'amour de personnes incapables de le donner inconditionnellement. Son agression, aussi brutale et traumatisante qu'elle ait été, a brisé l'illusion que les choses pourraient changer si seulement j'essayais plus fort, si j'étais juste meilleur, si j'acceptais juste moins. Les 30 témoins avec leur téléphone n'ont pas seulement enregistré un crime. Ils ont enregistré la fin de ma loyauté aveugle envers des personnes qui ne l'avaient jamais mérité et le début de mon combat pour construire quelque chose de mieux. Aurora aura 2 ans le mois prochain. Elle atteint toutes ses étapes de développement, ne montrant aucune séquelle durable de son entrée traumatisante dans le monde. Elle a sa grand-mère Patricia, sa tante Ansley, son oncle Kevin, et un cercle grandissant de personnes qui l'aiment farouchement. Elle a un père, James, qui est présent de manière constante, qui a reconstruit sa relation avec moi en une véritable amitié et un partenariat de coparentalité basé sur le respect mutuel. Elle a une mère qui ne donnera jamais la priorité au maintien de la paix plutôt qu'à sa sécurité. Et elle a un avenir qui ne sera pas défini par la violence qu'il a mise au monde avec 5 semaines d'avance, mais par la force que cette violence a révélée en nous deux. Mon père m'a appris une dernière leçon ce soir-là à la fête d'anniversaire de Brooke, même si ce n'était pas celle qu'il avait prévue. Il m'a appris que parfois, les personnes qui partagent votre sang sont les plus dangereuses à garder près de soi. Il m'a appris que se protéger, soi et son enfant, n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Il m'a appris que la justice ne ressemble pas toujours à la réconciliation, et que ce n'est pas grave. La cicatrice sur mon cuir chevelu est encore visible quand je relève mes cheveux. Une fine ligne où ils ont placé les agrafes. Je ne la cache pas. Elle fait partie de mon histoire maintenant. Une preuve physique de ce que j'ai survécu et de ce que je refuse d'accepter. Aurora la touche parfois, ses petits doigts doux et curieux. Un jour, quand elle sera assez grande, je lui dirai la vérité sur la façon dont elle est venue au monde et pourquoi elle n'a pas de relation avec la moitié de sa famille biologique. Je lui dirai que l'amour ne devrait pas faire mal, que la famille devrait être un endroit sûr, et que s'éloigner de la toxicité est l'une des choses les plus courageuses qu'une personne puisse faire. Je lui dirai que lors de la pire nuit de ma vie, alors que je saignais, terrifiée et en travail prématuré, des étrangers m'ont montré plus d'amour que les personnes qui m'ont élevée. Je lui dirai que ces étrangers sont devenus notre famille, prouvant que le sang n'est que de la biologie. C'est l'amour, la loyauté et la protection qui rendent les gens vraiment liés.
Et je lui dirai qu'elle valait chaque bataille que j'ai menée, chaque relation que j'ai perdue, chaque moment de douleur et d'incertitude. Elle valait la peine que je me choisisse, que j'exige mieux, que je me lève quand tout le monde autour de moi me disait de m'asseoir, de me taire et de pardonner l'impardonnable. La peur tremblante sur le visage de mon père alors qu'il réalisait ce qu'il avait fait devant tous ses témoins ne concernait pas seulement son arrestation imminente. Elle concernait l'exposition, la destruction de l'image soigneusement élaborée qu'il avait passé des décennies à construire. Il s'en était tiré avec de plus petites cruautés pendant des années parce qu'elle se produisait derrière des portes closes, où il n'y avait ni caméra, ni témoins, ni conséquences. Mais cette nuit-là, dans cette salle de bal de country club, entourée par l'élite de Houston avec leur téléphone levé, cette nuit-là, il ne pouvait pas se cacher. Le masque est tombé et tout le monde a vu ce qui s'était toujours caché dessous. Sa peur était justifiée. Il a tout perdu. Mais je n'ai rien perdu de ce qui comptait vraiment, car les personnes que j'ai perdues n'avaient jamais vraiment été là pour moi de toute façon. À leur place, j'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Des gens qui se sont montrés, qui sont restés, qui m'ont protégé quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. J'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma force. J'ai trouvé la capacité de choisir la sécurité d'Aurora et ma propre dignité plutôt que le besoin désespéré d'approbation de personnes qui ne la donneraient jamais. La rage de mon père a duré quelques secondes. Les conséquences ont duré des années et continueront pour le reste de sa vie. Mon choix de le poursuivre, de déposer la plainte civile, d'obtenir l'ordonnance d'éloignement, ces choix ont également duré des années et continueront pour le reste de la mienne. La différence est que ces conséquences sont venues de la destruction, tandis que les miennes sont venues de la protection. Les siennes découlent du mal fait aux vulnérables, tandis que les miennes découlent de leur défense. Son héritage est la violence, l'exposition et la perte, tandis que le mien est le rire d'Aurora. Ces étapes de développement, son avenir non accablé par le poids de l'obligation familiale toxique. Je ne lui pardonne pas. Je ne pardonne à aucun d'entre eux. Le pardon n'est pas nécessaire pour guérir. Et la guérison ne signifie pas la réconciliation. J'ai construit une belle vie sur les ruines de ce qu'ils ont détruit. Et cette vie n'a pas de place pour les gens qui pensent que la violence est une réponse acceptable aux accidents ou que les filles enceintes sont des cibles acceptables pour la rage. Parfois, la guérison ressemble à se tenir dans une salle d'audience et à regarder son père être condamné à la prison. Parfois, elle ressemble à changer son numéro de téléphone et à bloquer toute sa famille. Parfois, elle ressemble à choisir les étrangers qui vous ont aidé plutôt que les parents qui vous ont blessé. Et parfois, les bons jours, la guérison ressemble à regarder sa fille dormir paisiblement dans son berceau, en sécurité, aimée et protégée. Grandir dans un foyer où la violence n'est pas tolérée et où les erreurs ne sont pas accueillies par la brutalité. C'est la vraie vengeance, je suppose. Pas la condamnation pénale ou le règlement civil ou la destruction de l'entreprise et de la réputation de mon père. La vraie vengeance, c'est Aurora qui grandit heureuse et en bonne santé, entourée de personnes qui ne rêveraient jamais de lui faire du mal, apprenant de mon exemple qu'elle mérite mieux que ce que j'ai accepté pendant trop longtemps. La vraie vengeance, c'est ma paix, ma liberté, mon refus de transmettre leur dysfonctionnement à la prochaine génération. La vraie vengeance, c'est de choisir de s'épanouir.